Bien, bonjour à tous. Nous allons donc parler du changement. Et évidemment, c'est un sujet d'actualité. Tout change toujours depuis longtemps, mais tout change aujourd'hui de plus en plus vite. La mondialisation, avec les problèmes que ça induit, les plus récents, le terrorisme, les vagues migratoires, le Brexit, l'élection de Donald Trump, tout ça a été évoqué à l'instant. Et puis des changements technologiques considérables. La révolution des technologies de l'information et de la communication, les TIC, comme on dit, avec la part croissante du digital et les transformations que cela entraîne, notamment dans le monde du travail, ce qu'on appelle aujourd'hui l'ubérisation. Juste un exemple très simple. Savez-vous combien de temps une lettre partie de Rome, du temps de Jules César, mettait pour arriver à Lutèce, l'ancien nom de Paris? 2 mois. Aujourd'hui, pour aller de Rome à Paris, 2 jours, si la poste italienne fonctionne à peu près correctement. Mais la différence, c'est qu'on n'envoie plus de lettres. On envoie des fax, de moins en moins. Les fax, c'est étonnant parce qu'il y a 15 ans, 20 ans, je ne sais plus, c'était l'avant-garde de la modernité. 10 ans plus tard, c'était un objet déjà à peu près ringard. Moi, ça fait des années que je n'ai pas envoyé un fax. On envoie des mails de plus en plus, on passe des coups de fil, on organise des visioconférences, une conversation sur Skype, sur tel ou tel réseau social, professionnel ou privé. Bref, on communique en temps réel, comme on dit aujourd'hui. L'expression est curieuse, parce que qu'est-ce que ça serait qu'un temps irréel? Mais ce qu'on appelle en temps réel, ça veut dire en vérité sans délai. Autrement dit, dans l'instant. Et je crois que c'est ce qui marque peut-être le plus notre civilisation, le monde d'aujourd'hui. Parce qu'au fond, nous étions passés, au XIXe siècle, au début du XXe siècle, dans ce qu'on appelait une civilisation de la vitesse. Les trains, les automobiles, les avions. Et voilà que nous sommes passés aujourd'hui dans toute autre chose, qui n'est plus une civilisation de la vitesse, qui est une civilisation de l'instant, de l'instantanéité. Et nous sommes passés d'une économie surtout nationale ou continentale à une économie monde, comme vous le savez mieux que personne. Il faudrait évoquer la robotisation, l'intelligence artificielle qui a été évoquée, on est au début du processus, la digitalisation, les big data, l'économie dite collaborative. Le mot est sympathique, la réalité ne l'est pas toujours autant. L'économie collaborative, si on pense à l'ubérisation que j'évoquais, est souvent plus rude, voire plus cruelle que l'ancienne économie. On est allé jusqu'à évoquer la fin du salariat, voire pour certains la fin du travail. Ce sont des changements évidemment considérables. Certains experts nous annoncent, ça a été aussi rappelé à l'instant, qu'en 2030, c'est-à-dire demain, 6 jeunes sur 10 feront un métier qui, aujourd'hui, n'existe pas encore. Alors, ce monde en perpétuelle mutation et dans une mutation accélérée pose évidemment toutes sortes de problèmes pour nos sociétés, pour notre civilisation, pour nos civilisations, mais aussi pour vos entreprises et donc pour les managers, c'est-à-dire pour vous. Alors, un mot en guise d'introduction pour m'adresser aux managers que vous êtes, chef d'entreprise, cadre, dirigeant, pour vous dire que vous faites un métier vraiment difficile. Alors j'entends bien qu'il y a peu de métiers absolument faciles, mais votre métier de manager est particulièrement difficile parce que votre travail de manager, c'est exactement de faire travailler les autres. Eh bien, je vais vous dire, les autres, travailler, ils ne préféreraient pas. Votre travail de manager, c'est de faire changer les autres, ou de les aider à changer. Eh bien, je vais vous dire, les autres, changer, ils ne préféreraient pas. Alors, bien sûr, tous vos collaborateurs préfèrent travailler dans votre entreprise plutôt qu'être chômeurs, évidemment. Mais tous, ou presque tous, préféreraient être rentiers plutôt qu'avoir besoin de travailler dans votre entreprise pour gagner leur vie. D'ailleurs, posez-vous la question de savoir quel pourcentage de vos collaborateurs
continueraient à travailler dans votre entreprise s'ils avaient gagné ne serait-ce que 60 millions d'euros au loto européen, comme il y a quelques années un pizzaiolo de Chambéry. Combien continueraient à travailler chez vous? Eh bien, la réponse qui tendanciellement sera très proche de 0%. Ah oui, le pizzaiolo, il a arrêté de travailler, bien sûr. La réponse qui tendanciellement sera très proche de 0% dit assez clairement l'essentiel. C'est à savoir que pour la quasi-totalité de vos salariés, travailler dans votre entreprise, ça n'est pas d'abord une vocation, ça n'est pas d'abord un plaisir, c'est d'abord une contrainte. Et bien sûr, il est difficile de faire bien faire aux autres quelque chose qu'ils ne font que parce qu'ils sont contraints de le faire. Eh bien, cette difficulté, c'est exactement la difficulté de votre métier, c'est la difficulté du management. Alors, bien sûr, ça a toujours été vrai que c'était un métier difficile que celui de faire travailler les autres. Vous savez, au fond, gardien d'esclaves, ça ne devait pas non plus être drôle tous les jours. Oui, mais manager, c'est quand même beaucoup plus difficile. Parce que justement, ce ne sont pas des esclaves, ce sont des salariés. Autrement dit, le fouet fait défaut. C'est pour ça qu'on a inventé le management. Mais non seulement ça a toujours été un métier difficile que celui de faire travailler les autres, mais d'évidence, c'est encore plus difficile aujourd'hui. Dans cette civilisation des loisirs, comme on dit maintenant depuis quelques décennies, et peut-être encore plus dans la toute dernière période, alors c'est spécialement vrai en France à cause des lois Aubry sur les 35 heures, mais c'est vrai plus largement dans nos pays, où les jeunes, me disent souvent les chefs d'entreprise, les jeunes ont perdu le sens du travail. Bref, on a envie de vous dire, dure saison pour les managers. Et pareil pour le changement. Je le disais, votre travail de manager, c'est aussi de faire changer les autres ou d'aider les autres à changer. Sauf que, disais-je, changer, là encore, ils ne préféreraient pas. Parce que je vais vous dire, personne n'a envie de changer. Enfin, comprenez-moi bien, on veut bien changer de. Changer de voiture, de robe ou de costume, changer de coiffure, changer de femme ou de mari, peut-être ou parfois. Oui, on veut bien changer d'objet, mais personne n'a envie de se changer soi, de changer le sujet qu'il est lui-même. J'en veux pour preuve que si vous rencontrez, par exemple, dans un aéroport, un ami que vous n'avez pas vu depuis 10 ans, si votre ami vous dit « Ben dis donc, t'as pas changé », je suis certain que ça vous fera plaisir. Alors que s'il vous disait « Ben dis donc, qu'est-ce que t'as changé ?» je crains que vous n'y voyiez une source d'inquiétude. Ça m'est d'ailleurs arrivé hier soir, pour tout vous dire, j'arrive dans ce merveilleux hôtel, notre ami ici présent, j'étais là il y a 10 ans, au premier forum de Glion, notre ami ici présent me dit « Vous n'avez pas changé ». Ça m'a fait plaisir à proportion de la crédibilité que j'accordais aux propos, qui malgré tout était limitée. D'ailleurs, à la fin du repas, après avoir bu quelques verres de vin, revenant à une plus grande sincérité ou à davantage de spontanéité, il me dit quand même, il y a 10 ans, vous aviez moins de cheveux blancs, ce qui est effectivement vraisemblable. Et voilà. T'as pas changé, c'est une bonne nouvelle, surtout si c'est vrai. Qu'est-ce que t'as changé, c'est toujours inquiétant. Et pourtant, une crise, comme celle que nous connaissons, c'est à la fois l'obligation et l'occasion de changer. Vous savez ce que disait le philosophe marxiste Gramsci au début du XXe siècle, dans les années 20-30. Gramsci disait « Il y a crise quand le monde ancien meurt et quand le monde nouveau ne parvient pas à naître ou naît difficilement. » Eh bien, nous y sommes. Un monde ancien est en train de mourir, un monde nouveau est en train de naître, mais comme toute naissance, elle est difficile, elle est douloureuse à certains égards, elle est risquée en quelque chose. Alors je veux bien que la crise proprement financière, 2008-2009, soit derrière nous, on verra les suites, mais la crise économique, non. La crise sociale, non. La crise écologique, non. Il y a 10 ans, je parlais, on me l'a rappelé, du développement durable. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les enjeux tournant autour de la conservation de l'environnement, autour du développement durable,
sont au moins aussi graves, et sans doute davantage encore aujourd'hui, qu'ils ne l'étaient il y a 10 ans. La crise démographique, avec la dimension migratoire qu'on lui connaît, alors qu'elle est liée à la démographie, mais aussi aux guerres que chacun connaît. Je dirais même la crise civilisationnelle. Toutes ces crises-là, elles ne sont pas derrière nous. Elles sont devant, ou plutôt nous sommes en elles, et pour plusieurs décennies. Et comme on ne peut pas revenir à l'ancien monde, même si certains en caressent le désir ou le fantasme, il faut aider le nouveau monde à naître et pour cela l'anticiper, s'y préparer, s'y adapter et donc changer soi-même. Pas seulement changer de, mais accepter de se changer soi-même. Parce qu'au fond, vous le savez mieux que personne, dans un monde en perpétuelle mutation, le changement est indispensable. C'est une condition de survie, spécialement pour toute entreprise. Vous le savez, vos collaborateurs le savent aussi. Le problème, c'est qu'il ne suffit pas de le savoir pour changer, en effet. Alors, un mot sur ce titre que j'ai proposé, « Savoir changer pour durer ». Dans un monde en perpétuelle mutation, savoir changer pour durer. J'ajouterais volontiers un sous-titre, « Philosophie du changement et de la fidélité ». Alors pourquoi ce titre, savoir changer pour durer? Parce qu'au fond, les managers que vous êtes sont tellement convaincus qu'il faut changer. Et bien sûr, vous avez raison. Mais les managers sont tellement convaincus qu'il faut changer qu'ils oublient parfois d'expliquer pourquoi il le faut. Comme si le changement était une fin en soi, un but en soi. Bien sûr que non. Il ne s'agit pas de changer pour changer. On ne va quand même pas faire l'apologie du zapping, de l'inconstance, de l'infidélité, de l'instabilité. Les jeunes n'y sont déjà que trop portés. Vous savez, il y a quelque temps, je parlais avec mon ami Étienne Klein, qui est l'un de nos plus brillants physiciens, professeur à l'école centrale à Paris. L'école d'ingénieurs, c'est la deuxième en standing après Polytechnique, donc ça correspond à l'école polytechnique de Lausanne, par exemple. Et là, je demandais à Étienne Klein, ça fait 20 ans qu'il enseigne à l'école centrale. Je lui demandais, mais depuis 20 ans, est-ce que les centraliens, les élèves, est-ce qu'ils ont changé? Il me dit, tu parles qu'ils ont changé. Alors je lui dis, mais par exemple? Il me dit, par exemple, pendant toutes les premières années, je faisais tous les ans au tableau noir la démonstration de la théorie de la relativité restreinte et générale d'Einstein. Il me dit, depuis quelques années, j'ai renoncé. Je lui demande pourquoi. Il me dit, c'est simple, la démonstration dure 2 heures. Les centraliens, aujourd'hui, ne peuvent plus suivre une démonstration de 2 heures au tableau noir. On ne fera pas dire que c'est un progrès. D'autant plus qu'Étienne Klein est peut-être le plus brillant pédagogue que je connaisse. Et oui, donc 2 heures, c'est trop long parce qu'ils ont envie de changer, ils ont envie de zapper. Bref, méfions-nous de cette mode managériale du changement pour le changement, comme de toutes les modes. Dans un colloque auquel je participais, un chef d'entreprise nous dit « Tout va bien dans mon entreprise, il faut que je change quelque chose. » Non mais, je comprends bien ce qu'il veut dire. Il va de soi qu'il est plus facile de changer quand tout va bien, quand on a du temps et des marges de manœuvre, que quand tout va mal et qu'on a le dos au mur, dans l'urgence, dans la précipitation, bien sûr. Mais enfin, si on change même les équipes qui gagnent, qu'est-ce qu'on va faire des équipes qui perdent? Il faut changer, disent-ils. Eh bien, changez donc d'épouse, messieurs. Changez donc de mari, mesdames. Je ne dis pas que l'idée ne vous passe jamais par la tête, mais est-ce que vous en seriez forcément fiers? Est-ce que c'est ça le but dans votre existence? Changez donc d'amis tous les 15 jours. Changez donc d'idées comme de chemise. Est-ce que c'est ça le monde ou la civilisation qu'on nous propose?
Au plus fort de la crise, en 2008-2009, j'étais invité à Paris par un grand cabinet d'avocats d'affaires pour un colloque où ils invitaient leurs principaux clients. Le thème du colloque, c'était « Nouveau monde, nouvelles valeurs ». Je leur dis « Nouveau monde, je vois bien, mais nouvelles valeurs, où elles sont ?» Alors rappelez-vous, le CAC ou le Dow Jones, ou la bourse, ensuite, ça va être pareil, j'imagine, le Dow Jones ou le CAC 40 avait perdu 50%. Ah, il faut changer de valeur. Homme de peu de foi, homme de peu de fidélité. Il suffit que le Dow Jones perde 50% pour que tu tournes ta veste, pour que tu changes d'idée comme de chemise. Les évangiles, c'est fini. Le Dow Jones a baissé de 50%. Montaigne, Voltaire, Rousseau, c'est fini. Le CAC 40 a baissé de 50%. Changez donc d'entreprise. Si vous voulez changer, mais allez-y. Changez donc de métier. Comment allez-vous fidéliser vos clients, vos salariés, vos actionnaires sur cette base? Il y a quelques années, j'ai été invité par Cofiroute. Alors Cofiroute, c'est une entreprise, je crois que ça dépend du groupe Vinci, il me semble, c'est à vérifier. Enfin bref, il gère les autoroutes de toute la partie ouest de la France. Et les dirigeants me demandent de faire une conférence sur le changement parce que, m'expliquent-ils, nos cadres, nos salariés, ils ne veulent jamais changer. Et donc, il y a une réunion préparatoire, je pars avec un dossier qu'ils m'ont donné. Et dans le dossier, il y avait notamment le rapport du PDG lors de sa dernière assemblée générale d'actionnaires. Or, le premier mot du patron de Cofiroute, devant ses actionnaires, c'était pour se féliciter de la stabilité de son actionnariat. Je le comprends bien. La stabilité, c'est mieux que l'instabilité. Mais alors pourquoi me demande-t-il de célébrer le changement comme si le changement était une fin en soi, une valeur en soi? D'ailleurs, l'exigence principale, ce n'est pas de changer, c'est d'assurer la pérennité et, si possible, la croissance de l'entreprise. Mieux vaut une pérennité efficace qu'un changement inutile ou néfaste. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut changer, pour assurer la pérennité de l'entreprise, précisément. Pour être plus efficace, pour avoir une chance de rester pérenne pour durer. Bref, la thèse centrale que je voudrais défendre et illustrer devant vous ce matin, elle est simple. Il faut changer, bien sûr, le changement est nécessaire, indispensable, mais ce n'est pas une fin en soi. Le changement n'est pas une fin en soi, ce n'est qu'un moyen. Ce n'est pas un idéal, c'est une contrainte. À nous de transformer cette contrainte en ressource, en opportunité, en aventure, voire en bonheur. Si vous voulez que vos collaborateurs acceptent de changer, entreprennent de changer, encore faut-il qu'ils aient le sentiment qu'ils vont y gagner quelque chose. Et au bout du compte, qu'ils seront plus heureux, pas forcément plus heureux qu'avant, ce n'est pas toujours possible, mais qu'ils seront plus heureux en changeant qu'ils ne le seraient en ne changeant pas. Le changement n'est pas une fin, ce n'est qu'un moyen. Au service de quelle fin? De quel but? Au service de ceux qui ne changent pas, ou plutôt, puisque tout change, au service de ceux qui continuent, au service de la continuation d'une existence, comme dirait Spinoza, autrement dit, au service de la durée. Il ne s'agit pas de changer pour changer, mais bien de changer pour durer. Voilà la thèse centrale que je suis venu défendre devant vous. Il ne s'agit pas de vivre pour changer, mais de changer pour vivre, pour survivre, c'est indiqué sur l'écran ici, comme thème de notre rencontre, survivre dans un monde en perpétuelle mutation, je crois que c'est le titre de la rencontre. Il ne s'agit pas de vivre pour changer, mais de changer pour vivre, pour survivre, pour ne pas mourir. Le changement est une nécessité vitale, mais c'est la vie qui vaut, et non pas le changement. Le changement n'a de sens et n'est acceptable et n'est désirable qu'au service de la vie, et non pas la vie au service du changement. Vous savez ce que disent les évangiles, et c'est un athée qui vous le rappelle, le sabbat est là pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. Je dirais volontiers de même, le changement est là pour l'homme, et non pas l'homme pour le changement.
Alors bien sûr, c'est difficile. Lors d'un colloque sur ce thème du changement, un coach avait la formule suivante, c'est la version la plus rude, il disait « Si tu changes, tu souffres. Si tu ne changes pas, tu meurs. Si tu changes, tu souffres. Si tu ne changes pas, tu meurs. » C'est la version la plus rude. Il y a une version plus soft qu'un autre intervenant lui a opposé. Il disait « Si tu ne changes pas, tu t'ennuies. Si tu changes, tu te marres. » Les deux peuvent être vrais en fonction des moments, des circonstances, de la conjoncture. Dans les deux cas, il faut changer, mais pas toujours de la même façon. Un autre consultant nous disait « Il y a deux sortes d'entreprises, celles qui changent et celles qui ferment. » Je lui ai dit en vérité non, il y en a trois. Il y a celles qui changent, il y a celles qui ferment parce qu'elles n'ont pas changé, et il y a celles qui changent et qui ferment quand même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le changement est toujours nécessaire, mais pas toujours suffisant. Donc voilà, il ne s'agit pas de changer pour changer, mais de changer pour durer, pour se développer, pour grandir, pour progresser, pour être plus heureux ou plus longtemps qu'on ne serait en ne changeant pas. Alors ce thème, je voudrais l'évoquer de trois points de vue différents, rapidement, bien sûr. Un point de vue métaphysique ou ontologique. Vous savez que ontos, en grec, ça veut dire l'être. Un point de vue métaphysique ou ontologique, c'est un point de vue qui porte sur l'être. Deuxièmement, un point de vue anthropologique, autrement dit qui porte sur l'être humain, anthropos en grec. Et enfin, un point de vue pratique ou pragmatique, praxis en grec, ça signifie l'action. Un point de vue ontologique qui porte sur l'être, un point de vue anthropologique qui porte sur l'être humain, un point de vue pratique ou pragmatique qui porte sur l'action. Alors d'un point de vue métaphysique ou ontologique, c'est simple, ma thèse est la suivante, tout change toujours. L'être est changement, l'être est devenir. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le temps. Et que être dans le temps, ça veut dire qu'exister pour nous, c'est durer. Et durer, c'est changer. Et c'est ça que les Occidentaux ont souvent du mal à percevoir. Parce que nous vivons dans une civilisation qui n'a cessé depuis 25 ou 26 siècles de privilégier l'immuable, le permanent, ce qui ne change pas. Voyez les idées de Platon, elles sont censées être éternelles, permanentes, immuables. Dans le monde des idées de Platon, rien ne change jamais, c'est éternel. Voyez le monde supralunaire d'Aristote, le monde au-dessus de la Lune, c'est un monde où rien ne change. Et bien sûr, c'est beaucoup mieux que ce monde ici-bas où tout change toujours. Voyez les atomes d'Épicure, éternels, immuables, sans aucun changement. Enfin, voyez le Dieu des chrétiens, réputé éternel, absolument parfait, mais donc immuable dans son absolue perfection. Alors que les orientaux, enfin quand je dis les orientaux, les asiatiques, je pense à l'Extrême-Orient, l'Asie et spécialement à la Chine, sont bien plus habitués que nous à penser non pas que l'être immuable vaudrait mieux que le devenir, comme le croient spontanément les occidentaux, non pas non plus l'inverse, à savoir que le devenir vaudrait mieux que l'être immuable, non. Ce que les orientaux, spécialement les Chinois, ont l'habitude de penser, c'est que l'être et le devenir sont une seule et même chose. Être, c'est changer. Et c'est peut-être pourquoi les civilisations asiatiques, et spécialement dans le monde chinois, donc le Japon, le Tibet asiatique, etc., sont davantage à l'aise que nous, plus à l'aise que nous, avec le changement. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire que les Occidentaux aient été totalement aveugles au changement. Le premier philosophe du changement, peut-être, c'est Héraclite, 5e siècle avant Jésus-Christ, en Grèce, dont chacun connaît la formule, en grec, pantarei, ça veut dire tout s'écoule, tout change. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, disait Héraclite. Ah, vous voyez, si, moi je me suis baigné deux fois dans le Rhône. Oui, mais le Rhône avait le même nom,
Vous baignez le samedi après-midi, le dimanche après-midi, ça s'appelle toujours le Rhône. Mais ce n'est pas dans le nom que vous êtes baigné, c'est dans l'eau. Et il n'y a pas une seule molécule d'eau qui soit la même le samedi et le dimanche. Et un disciple un peu extrémiste d'Héraclite ajoutait « On ne te baigne jamais 2 fois dans le même fleuve, pas même une seule fois. » Parce que si vous entrez dans le Rhône le dimanche après-midi à 16h15, vous en sortez à 16h20, ça s'appelle toujours le Rhône, le nom est le même. Mais ce n'est pas dans le nom qu'on se baigne, c'est dans l'eau. L'eau n'est pas la même. Parce qu'en 5 minutes, pantareil, tout s'écoule. C'est toujours le même nom, ça n'est pas la même eau. Et bien sûr, mon idée, c'est qu'Héraclite a raison. Contre Platon, contre Aristote, contre les atomes prétendument immuables d'Épicure. Et puis il y a Montaigne, qui est sans doute dans les temps modernes le plus grand penseur héraclitéen. Ce qu'on appelle l'héraclitéisme, c'est l'idée que tout change toujours, tout s'écoule. Alors, Montaigne, c'est intéressant parce qu'il est chrétien. Nous sommes chrétiens au même titre que nous sommes ou périgourdins ou allemands, écrit Montaigne. Alors, c'est un peu curieux comme phrase, mais en même temps, comme le faisait observer mon vieux maître et ami Marcel Conge, dès lors que Montaigne est incontestablement périgourdin, il est incontestablement chrétien. Sauf qu'il sait qu'il est chrétien par hasard. Et que donc, ça n'est pas un chrétien dogmatique. On pourrait dire qu'il est sceptiquement chrétien. Mais il est chrétien. Et donc, en bon chrétien qu'il est, il pense que ce qui est véritablement, comme il dit, c'est ce qui est, je cite Montaigne, ce qui est éternel, c'est-à-dire qui n'a jamais eu de naissance, ni n'aura jamais de fin, à qui le temps n'apporte jamais aucune mutation. Autrement dit, ce qui est vraiment, c'est ce qui est en dehors du champ de votre colloque, ce qui n'a jamais aucune mutation. Et de ce point de vue, bien sûr, Montaigne écrit « Dieu seul est », parce que seul Dieu est immuable. Oui, mais nous ne sommes pas Dieu. Et donc, pour nous, tout change toujours. Et Montaigne écrit merveilleusement, je cite les essais, « Le monde n'est qu'une branloire pérenne. » Branler, dans le vieux français du XVIe siècle, ça veut dire bouger, changer. Le monde n'est qu'une branloire pérenne. Toute chose y branle sans cesse. La terre, les rochers du Caucase, les pyramides d'Égypte. Vous voyez, Montaigne prend un dessin des objets qui semblent immuables. La terre, c'est toujours la même, les rochers du Caucase, les pyramides d'Égypte. Même du temps de Montaigne, ils sont là depuis 20 siècles ou plus. Oui, mais nous savons bien que la terre, les monts du Caucase, les pyramides d'Égypte changent aussi. L'érosion finit par user les roches, que ce soit sur les rochers du Caucase ou sur les pyramides d'Égypte. Et Montaigne ajoute, je reprends la phrase, « Le monde n'est qu'une branloire pérenne. Toute chose y branle sans cesse. La terre, les rochers du Caucase, les pyramides d'Égypte. La constance même n'est autre chose qu'un branle plus languissant. » Jolie phrase. Hein. La constance même n'est autre chose qu'un branle plus languissant. J'ai souvent suggéré à des chefs d'entreprise de mettre ces 2 phrases en lettres d'or dans leur salle de réunion ou de comité de direction. Voilà, tout change toujours, des fois très vite, des fois lentement, languissamment. Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que le changement aujourd'hui n'est pas languissant. Bref, l'héraclitéisme que j'essaye de professer avec Montaigne, c'est l'idée que tout change toujours. La seule chose qui ne change pas, en tout cas ici-bas, c'est que tout change. La seule chose qui soit permanente, c'est l'impermanence. La seule réalité, c'est le devenir. La seule chose qui soit assurée, et d'ailleurs assurable, c'est le risque. Bref, voilà, d'un point de vue ontologique ou métaphysique, tout change toujours, l'être est devenir, l'être est changement. Le problème, maintenant, c'est que d'un point de vue anthropologique, non plus concernant l'être, mais concernant les humains que nous sommes, d'un point de vue anthropologique, force est de reconnaître que personne n'a envie de changer. Comme je disais en commençant, on veut bien changer d'eux, mais personne n'a envie de se changer soi. J'évoquais le « tu n'as pas changé » tout à l'heure. Il y a quelques années, dans un dîner entre amis, je parlais avec une jeune femme mariée depuis 6 mois, qui faisait
en gros le bilan de 6 mois de mariage en l'absence du mari qui n'était pas là, et ça n'allait pas du tout. Elle nous explique qu'au bout de 6 mois, le couple est en crise. Alors je lui demande, mais alors, qu'est-ce que vous allez faire? Ma jeune amie me répond, il va falloir qu'il change. Et oui, tout le monde désire que l'autre change, personne n'a envie de se changer soi. Nous préférerions ne pas changer et nous changeons quand même. Nous voudrions rester jeunes et nous vieillissons. C'est d'ailleurs pourquoi on a d'autant plus peur du changement qu'on est plus vieux. Parce que les jeunes, les enfants, eux, ils veulent changer. Parce qu'ils veulent grandir, bien sûr. Le problème, c'est que pour nous, les adultes, changer, ça n'est plus grandir. Changer, c'est vieillir. En tout cas, pour ce qui s'agit du corps. Vous savez, c'est l'étymologie des 2 mots adulte et adolescent. Ces 2 mots qui s'opposent plutôt pour nous et qui pourtant ont exactement la même étymologie. Adulte et adolescent, en français, viennent l'un et l'autre du verbe latin adolescere, qui veut dire grandir. Sauf que adolescent vient du participe présent, adulte du participe passé. L'adolescent, c'est celui qui est grandissant, qui est en train de grandir. L'adulte, c'est celui qui a grandi, mais donc qui ne grandit plus. Eh bien, je vous dis, quand on ne grandit plus par le corps, quand on est adulte, la seule solution pour accepter de changer, c'est de grandir par l'esprit. Et une partie du travail de manager, c'est aussi d'aider vos collaborateurs à grandir. Les adultes ont ordinairement peur du changement. C'est d'ailleurs pourquoi on voit surtout le changement chez les autres. Je ne sais plus quel humoriste disait joliment « J'ai rencontré mon ami un tel l'autre jour. C'est fou ce qu'il a changé. Il a tellement changé qu'il ne m'a pas reconnu. » Tout être tente à persévérer dans son être, disait Spinoza. Et c'est pour ça qu'on n'a pas envie de changer, parce qu'on veut rester soi, on veut persévérer dans notre être. Le problème, et vous le savez bien, c'est que pour persévérer dans son être, quand tout change autour de vous, il faut entreprendre de se changer soi-même. Alors ça débouche sur mon 3e et dernier point de vue, ce que j'appelais le point de vue pratique ou pragmatique, celui de l'action. Ça débouche sur la nécessité de l'adaptation, de la mutation, du progrès. Dès lors, alors à la croisée entre la dimension métaphysique, tout change, et la dimension anthropologique, personne n'a envie spontanément de se changer soi-même, il y a la dimension pratique ou vitale, l'adaptation ou la mutation. Attention de ne pas confondre ces 2 notions. Vous êtes un observatoire des mutations, pas un observatoire des adaptations. Alors, les 2 sont possibles, ça dépend de la situation. Mais une bonne façon d'illustrer l'adaptation, c'est un exemple que je n'ai pas inventé, qu'on trouve assez souvent dans les livres de management, c'est l'exemple de la grenouille. Vous prenez une grenouille vivante, vous la mettez dans une casserole d'eau froide, sans couvercle. Elle pourrait sauter et sortir, la grenouille, mais elle est bien dans l'eau froide, alors elle reste. Et vous allumez le feu sous la casserole, ou la plaque électrique sous la casserole. La température de l'eau, évidemment, augmente, mais relativement lentement. Elle était, je ne sais pas, à 15 degrés, elle arrive à 18 degrés, 20 degrés. Pour la grenouille, ça devient un peu inconfortable. Mais enfin, qu'est-ce qu'elle fait, la grenouille? Elle pourrait sauter, sortir, non. Elle s'adapte. Le métabolisme s'adapte à une eau un peu plus chaude que la normale. 24 degrés, 28 degrés, 30 degrés, là, ça devient très inconfortable. Elle pourrait sauter, elle ne saute pas. Qu'est-ce qu'elle fait, la grenouille? Elle s'adapte. 40 degrés, 45 degrés, la grenouille est un animal à sang-froid, elle meurt bien avant l'ébullition. Alors, je ne vous suggère pas de refaire l'expérience, qui est cruelle, mais je vous suggère d'y réfléchir. Oui, il faut parfois s'adapter. Mais si on entend par adaptation
un changement partiel, local, limité, bref, le changement le plus faible possible, n'espérez pas que ça suffise toujours. Le contraire de l'adaptation, c'est ce que je propose d'appeler la mutation. Un bon exemple, encore, qu'on trouve parfois évoqué dans les livres de management, c'est l'une de nos plus vieilles entreprises, fondée en 1772 par un certain Henry Knock, en Angleterre. 1772, fin du XVIIIe siècle. Et qui est aujourd'hui numéro 2 mondial dans son secteur. Je dirai le nom dans quelques instants. C'est une entreprise qu'on crée donc à la fin du XVIIIe siècle qui fabrique des armes, spécialement des épées. Mais au XIXe siècle, le marché de l'épée est quand même fortement récessif. Les armées se battent de moins en moins à l'épée, il y a des canons, des fusils. Le duel est un genre qui tombe fort heureusement en désuétude. Alors les fabricants d'épées, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'adaptent. Je n'ai pas fait les recherches, mais je soupçonne qu'aucun ou très peu ait survécu. Et puis il y a une entreprise qui s'est dit non, on ne va pas s'adapter, on va muter. On va renoncer à fabriquer des épées, on va fabriquer des rasoirs. C'est un tout autre métier, pas sans cohérence, ça coupe dans les deux cas, mais c'est un tout autre métier. L'entreprise, créée donc en 1772, s'appelait Wilkinson. Aujourd'hui, numéro 2 mondial, juste après Gillette, des rasoirs et des lames de rasoir, dont l'emblème, je l'ai là, vous savez, c'est 2 épées croisées. Et donc ça explique pourquoi l'emblème de Wilkinson, ce ne sont pas 2 rasoirs, mais 2 épées. Alors comprenez-moi bien, je ne dis pas l'adaptation, la grenouille, c'est toujours mal, la mutation Wilkinson, c'est toujours bien. Ça dépend des cas, ça dépend des circonstances. Mais ce que je dis, c'est ne croyez pas que l'adaptation suffise toujours. Il y a des moments, et je crois que nous y sommes pour une bonne part, encore une fois, ça dépend des métiers, mais il y a des moments où c'est une mutation qui est indispensable. Le changement, donc, n'est pas d'abord un objectif, un but, c'est une nécessité, une contrainte, une réalité. Essayez de faire que votre entreprise ne change pas. C'était là il y a 10 ans. Vous voulez que je revienne dans 10 ans. Je vous dis, écoutez, je vous demande une seule chose, c'est que dans 10 ans, votre entreprise soit exactement la même qu'aujourd'hui. Vous me diriez tous, c'est impossible, évidemment. On ne peut pas. Et même si je vous disais, je reviens l'an prochain, mais je voudrais que dans un an, votre entreprise soit exactement la même. C'est impossible. Que vous-même, vous soyez exactement le même, c'est impossible. La meilleure façon de se rendre compte que tout change toujours, c'est d'essayer de ne pas changer. Alors pendant un an, c'est exclu. Mais je vais vous dire, allez, 15 minutes de totale immobilité. Alors, debout, c'est inconfortable. Couché, on risque de s'endormir. Donc, on va se mettre assis, en tailleur, sur un coussin, le dos bien droit, dans la position du zazen, comme on dit en japonais, le zen assis, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui la méditation. Immobilité stricte. Oui, mais il faut respirer. Respirer, c'est changer. On échange des atomes d'oxygène avec le monde extérieur. Et puis, tout d'un coup, j'ai une douleur dans le genou gauche. C'est un changement. Et puis surtout, pendant que le corps est immobile, l'esprit, lui, est toujours mobile. Comme un singe qui saute de branche en branche, disent les textes zen. La meilleure façon de se rendre compte que tout change toujours, c'est de s'offrir parfois 15 minutes de stricte immobilité et d'attention extrême. Dans l'immobilité attentive, on découvre que même dans l'immobilité, tout change toujours. Bref, le problème, ça n'est pas de changer ou non, c'est de changer en mieux, c'est de progresser. Et c'est ça qu'il faut demander à vos collaborateurs et qu'il faut les aider à obtenir d'eux-mêmes. Vous savez, Woody Allen écrit quelque part assez joliment dans l'un de ses aphorismes, « La seule chose que je regrette, c'est de ne pas être quelqu'un d'autre. » Ah oui, tu regrettes tout, alors. Eh bien, amis managers, attention de ne pas demander à vos collaborateurs de devenir quelqu'un d'autre. Parce que vous les tuez ou vous les rendez fous. Vous savez, une amie psychiatre me disait un jour, il y a 3 grandes peurs dans l'existence humaine. La peur de la mort, la peur de la folie
elle ajoutait bizarrement la peur de l'orgasme. Alors je lui dis, personnellement, je préfère l'orgasme. Elle me dit, oui, bien sûr, mais ce sont les 3 grandes pertes d'identité. Alors ça dit peut-être quelque chose sur l'orgasme, qu'on aurait tort de confondre, messieurs, avec la simple éjaculation. Mais enfin, toujours est-il, voilà, il y a en nous la peur de la perte de l'identité. Si ce que vous demandez à vos collaborateurs, c'est de devenir quelqu'un d'autre, c'est-à-dire de renoncer à leur identité, vous les tuez ou vous les rendez fous, ou au minimum, vous les angoissez tellement qu'ils seront effectivement en grande souffrance psychologique. Il ne s'agit pas de leur demander de devenir quelqu'un d'autre, il s'agit de les aider à progresser, à changer en mieux, mais en restant eux-mêmes. Bref, il s'agit de les aider à progresser. La bonne formule de ce point de vue, c'est celle de Nietzsche, citant Pindare, « Deviens ce que tu es ». Deviens ce que tu es, non pas deviens quelqu'un d'autre, mais deviens mieux ce que tu es. Approche-toi de ce que tu es, mais en progressant. Et ça vaut aussi pour les civilisations, pour les sociétés, donc pour les civilisations. Au fond, la grande angoisse qui explique pour une bonne part le succès de Trump en Amérique, le succès du populisme dans nos pays, je pense au Front National en France, c'est la peur de perdre son identité. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut réduire la politique à un débat identitaire à la façon de Sarkozy, mais ça veut dire que si on refuse de réfléchir à cette notion d'identité, évidemment, on fait le jeu de ceux qui s'en sont fait leur fonds de commerce, à qui on a laissé pendant des années, absurdement, le monopole exclusif de l'identité française ou de l'identité helvétique. Je me souviens, il y a quelques années, ça m'avait à la fois agacé et choqué, le journal Le Monde titrait sur la lepénisation des esprits. Et qu'est-ce qui leur faisait dire qu'il y avait une lepénisation des esprits? C'est que 70% des Français étaient en faveur des valeurs traditionnelles. Mais je vais vous dire, les valeurs traditionnelles, c'est tout bêtement nos valeurs. Parce que les valeurs, on ne les invente pas sur un coin de table. Nos valeurs, c'est celles que nous avons reçues. Quelles valeurs, me demande-t-on souvent, mais je réponds toujours, mais c'est très simple. Vous avez un seul choix. Quelles valeurs? Eh bien, soit les valeurs que vous avez reçues, soit les valeurs que vous avez inventées. Que ceux qui ont inventé une valeur lèvent le doigt. Voilà. Vous n'avez donc pas le choix. Nos valeurs, vos valeurs, nos valeurs, ce sont les valeurs que nous avons reçues. Et que donc nous avons à charge de transmettre. Parce que la seule façon d'être vraiment fidèle à ce qu'on a reçu, c'est évidemment de le transmettre. Et de ce point de vue, il ne s'agit pas d'inventer de nouvelles valeurs, tarte à la crème de journalistes. Il s'agit d'inventer ou de réinventer une nouvelle fidélité aux valeurs que nous avons reçues et que donc nous avons à charge de transmettre. Parce qu'encore une fois, la seule façon d'être vraiment fidèle à ce qu'on a reçu, c'est évidemment de le transmettre. Bref, que ce soit pour l'individu, pour l'entreprise, pour les sociétés ou pour les civilisations, il ne s'agit pas de changer pour changer, ou plutôt oui, il faut changer, mais pas changer, il faut changer pour vivre, pour durer, pour progresser, pour grandir. Alors en conclusion, et face aux grandes mutations d'aujourd'hui et de demain, on aurait envie de répondre à la question « Où allons-nous » Manque de chance, vous n'avez pas invité un prophète, même pas un prévisionniste. Vous n'avez invité qu'un philosophe. Toutefois, je ne serais pas philosophe si je n'avais pas réponse à tout. Si bien qu'à la question « Où allons-nous » je veux bien répondre de philosophique façon. Nous allons vers l'avenir. Vous allez me dire « Oui, mais ça, ce n'est pas un scoop. » Je vous l'accorde. Ce n'est pas un scoop, mais surtout, ce n'est pas une garantie. Ni pour l'individu, parce qu'à long terme, comme disait l'autre, on est tous morts, ni pour la civilisation qui est la nôtre. Parce que, comme le disait le poète Paul Valéry au lendemain de la Première Guerre mondiale, nous autres civilisations, nous savons désormais que nous sommes mortels.
Je dirais que depuis, on a appris qu'une civilisation pouvait mourir aussi d'autre chose que d'une guerre. Donc oui, nous allons vers l'avenir, mais ça n'est pas un scoop, c'est encore moins une garantie. Vous savez, un jour, un imbécile dit au même Paul Valéry « L'avenir me donnera raison ». Paul Valéry lui a simplement répondu « Vous me faites peur ». Oui, parce qu'il n'est pas exclu que l'avenir donne raison aux imbéciles. Ça ne prouvera pas que les imbéciles étaient intelligents, ça prouvera simplement que l'avenir a mal tourné. Et je ne peux pas, malheureusement, vous garantir le contraire. Bref, mon idée, c'est qu'il s'agit moins de savoir où nous allons que de savoir où nous voulons aller. Parce que là, ça ne relève plus de la prophétie, de la prospective ou de la prévision, ça relève de la volonté. Ça dépend de nous. Et si je me demande où nous voulons aller, où voulons-nous aller, je ne peux pas ne pas penser à un dicton africain que j'aime beaucoup, qui dit la chose suivante: quand on ne sait où l'on va, il faut se souvenir d'où l'on vient. Quand on ne sait où l'on va, il faut se souvenir d'où l'on vient. Alors bien sûr, c'est toujours vrai à toutes les époques, mais c'est spécialement vrai aux époques comme la nôtre, où l'avenir est à ce point ouvert, indéterminé, inquiétant à bien des égards. Mais surtout, je dirais plus, non seulement quand on ne sait où l'on va, il faut se souvenir d'où l'on vient, mais la seule façon de savoir où l'on veut aller, c'est de se souvenir d'où l'on vient. Vous savez, l'un des premiers symptômes graves de la maladie d'Alzheimer, c'est un vieillard qui sort de chez lui un jour pour acheter, je ne sais pas, une baguette, un paquet de cigarettes, et qui tout d'un coup se perd à 300 pas de son immeuble. Il a fait le chemin des milliers de fois, mais là tout d'un coup, il est perdu. Il est incapable de retrouver son chemin. Alors comme il erre hagard sur le trottoir, on l'emmène à la police, qui l'emmène à l'hôpital, et là un médecin lui explique qu'il est en train de perdre la mémoire. En apparence, c'est le rapport à l'avenir qui est perturbé. Il veut aller au bureau de tabac ou bien il veut rentrer chez lui, il n'y arrive plus. Oui. En apparence, c'est le rapport à l'avenir qui est perturbé, mais quand on a perdu la mémoire, il n'y a plus de rapport volontaire possible à l'avenir. Quand on ne sait pas d'où l'on vient, personne ne peut savoir où l'on veut aller. Et ce que j'appelle la fidélité de ce point de vue, ce n'est pas le contraire du changement, ce n'est pas la nostalgie, ce n'est pas le conservatisme, ce n'est pas le contraire du progrès, au contraire. La seule façon de progresser, c'est aussi de conserver ce que le passé nous a légué de meilleur et d'accepter de le transformer, mais pour rester soi-même et non pas pour devenir quelqu'un d'autre ou pour devenir une autre civilisation. Eh bien voilà ce que j'appelle la fidélité en ce sens. C'est le seul antidote socialement disponible à cette maladie d'Alzheimer des civilisations qu'on appelle la barbarie. Le XXIe siècle sera fidèle ou il ne sera pas. Je vous remercie pour votre attention. Merci André Comte-Sponville pour ce très beau moment de philosophie stimulante, un moment un peu magique alors que la neige arrive et qu'on est en train de changer de saison également. Pour ouvrir les quelques minutes que nous avons à disposition pour les questions, j'aimerais d'abord vous en lancer une parce que c'est toujours difficile pour le public de commencer. Comment expliquez-vous que certains ont plus de facilité à changer? Je pense notamment aujourd'hui à ce qui se passe en Californie, dans la Silicon Valley. On a l'impression que c'est là que vient beaucoup d'innovation et beaucoup de changements. Est-ce que certaines personnes ou certains peuples ont plus de prédisposition au changement? Certains peuples, je ne sais pas, mais certains individus, oui, bien sûr. Je pense que pour ce qui est de la Silicon Valley, la vie économique, mais aussi la vie politique américaine n'y est pas pour rien. Si je prends l'exemple de la France, vous me pardonnerez de prendre cet exemple, je le connais mieux que la Suisse, évidemment, il y a des résistances au changement
qui sont sociales et politiques. La préservation des avantages acquis est un combat que je veux bien comprendre de la part des syndicats, mais quand ça devient l'alpha et l'oméga de tout syndicalisme, ça veut dire que les syndicats deviennent des obstacles au changement. Et c'est une catastrophe, parce qu'un pays a besoin de syndicats forts, nombreux, efficaces et réalistes. Mais ça dépend aussi des individus. Et c'est là-dessus que je voudrais m'attarder un tout petit peu plus. Pourquoi est-ce que certains acceptent mieux de changer? Parce qu'ils sont plus jeunes d'esprit, grandir par l'esprit, comme je le disais, parce qu'ils ont moins peur. Parce qu'ils ont moins peur. Quand on a peur, on n'a qu'une envie, c'est de se cacher dans un coin et de ne plus bouger. Et de ce point de vue, il est normal que vos salariés aient moins envie de changer que vous. Vous savez, moi j'ai fini par comprendre, à force de fréquenter les chefs d'entreprise pour des raisons professionnelles, j'ai fini par comprendre l'espèce de reproche implicite que la plupart des chefs d'entreprise font à la plupart de leurs salariés. Le reproche est le suivant, c'est que la plupart de vos salariés, décidément, n'ont pas les qualités d'un bon chef d'entreprise. Ça me paraît en effet vraisemblable. Mais si vos salariés avaient les qualités d'un bon chef d'entreprise, ils ne seraient pas vos salariés, ils seraient vos collègues, vos concurrents. Autrement dit, quand on est chef d'entreprise, quand on est manager, il faut aussi accepter que vos salariés, par définition, ne sont pas comme vous. Parce que pour être chef d'entreprise, il faut avoir une appétence au changement, une appétence au risque, à l'aventure, à l'imprévisibilité en quelque chose. C'est ça l'esprit d'entreprise, l'esprit d'entreprendre. Vous ne pouvez pas rêver que tous les salariés de votre pays aient les qualités d'un bon chef d'entreprise. Et donc oui, ça dépend des individus, mais ne demandez pas à vos collaborateurs de devenir quelqu'un d'autre. Ne leur demandez pas de devenir des chefs d'entreprise. Alors certains peut-être, ils ont justement ces qualités individuelles, mais ne rêvez pas d'un monde où tout le monde serait comme vous. Je vous le dis amicalement parce que c'est une erreur que j'ai faite moi-même. Je raconte une anecdote. Quand j'étais jeune prof de philo, donc j'avais 24 ans, premier cours, ça se passe bien, en terminale, dans un lycée de province en France, et puis au bout d'un mois, arrive le premier paquet de copies, de dissertation. Je corrige les copies et je les trouve, mais alors nuls à un point. Je me dis, mais c'est dingue ce que le niveau a baissé en 6 ans. J'avais 24 ans, mes élèves en avaient 17, 18. Quelle était mon erreur? Pourquoi j'ai trouvé nul? Bien sûr, parce que je comparais leurs dissertations aux dissertations que je faisais moi à leur âge. Mais ça veut dire qu'absurdement, je comparais des gamins de 18 ans qui étaient de futurs plombiers, de futurs médecins ou de futurs chefs d'entreprise à celui sur 10 000 qui était un futur prof de philo. C'est pas étonnant qu'à 18 ans, un futur prof de philo soit meilleur en philo qu'un futur plombier, un futur avocat ou un futur chef d'entreprise. Bref, j'ai passé mes premières années d'enseignement à reprocher absurdement à mes élèves de n'être pas moi. Ce qui est le fond du fond de la stupidité pédagogique. Eh bien, ne reprochez pas à vos collaborateurs de n'être pas vous, ce qui serait le fond du fond de la stupidité managériale. Pour les aider à changer, il faut aussi accepter qu'ils soient d'abord ce qu'ils sont, et donc accepter qu'ils soient différents de vous. Merci beaucoup. Très bien. On s'est un peu éloigné de la Californie, mais ça n'a aucune importance. Je souhaite m'adresser à vous. Nous avons un micro qui va passer dans la salle. Vous allez... là. Oui, nous vous écoutons, monsieur. Merci de votre question. Mon nom est Jean-Christophe Zuffray, Sensefly. J'aimerais savoir si vous connaissez la nouvelle tendance des entreprises libérées et ce que vous en pensez. Je suis un peu réservé devant l'expression et en même temps très positif vis-à-vis du mouvement que ça évoque. Positif parce qu'au fond, il s'agit de faire que les salariés aient davantage d'initiative, d'autonomie, d'empowerment, comme on dit en anglais. Pour une fois, l'anglais me paraît plus explicite que le français parce que donner du pouvoir à l'autre, on dirait responsabilisation en français, si on veut, autonomisation, donner du pouvoir à l'autre, ça veut dire que vous acceptez d'en perdre un peu vous-même. Et donc ça, ce changement-là me paraît positif parce qu'en gros, on est davantage motivé dans un travail où on a en effet une part d'autonomie, de liberté, de responsabilité, que dans un travail où on est comme
comme un chaînon sans aucune initiative. Le mot, en revanche, me laisse des points un peu perplexes parce qu'on pourrait entendre une entreprise libérée est une entreprise où il n'y a plus aucun pouvoir, où plus personne ne commande, où plus personne ne décide, voire où plus personne ne possède. Je vous rappelle qu'en économie capitaliste, or c'est la nôtre, ou demeurant la seule qui a fait ses preuves dans un monde moderne, l'entreprise appartient à celui ou à ceux qui la possèdent. C'est une tautologie. Et propriété vaut usage. Autrement dit, il ne suffit pas de déclarer entreprise libérée pour que tout d'un coup l'entreprise n'appartienne à personne. Quand bien même ça serait une SCOP, une société coopérative ouvrière de production, ben elle appartient aux salariés. Quand bien même ça serait une mutuelle, elle appartient aux clients. Le plus souvent, elle appartient aux actionnaires. Et puis surtout, je ne crois pas à une entreprise où personne n'aurait de pouvoir sur personne. Enfin oui, une start-up, on est 4-5 copains, on crée une boîte dans un garage, ça peut marcher sans rapport de force, sans pouvoir, sans hiérarchie. Mais j'ai souvent été invité par des patrons de start-up qui m'expliquent que oui, à 4-5, ça marchait très bien. Depuis qu'on est 80, m'a dit l'un d'entre eux, ça ne marche plus du tout. Et donc, plutôt que d'entreprise libérée, moi je parlerais d'entreprise libératrice, une entreprise qui tend à augmenter la liberté des collaborateurs, mais sans prétendre pour autant arriver au résultat qu'il n'y ait plus de pouvoir nulle part. Il faut arrêter de diaboliser le pouvoir et les gens qui aiment le pouvoir, ce qu'on appelle l'ambition, qui n'est pas un vice, qui n'est pas un péché. Alors ce n'est pas forcément une vertu morale, mais c'est clairement une vertu professionnelle. Là encore, je raconte une anecdote de prof. Pour le coup, quand j'étais à la Sorbonne, il y a quelques années, on devait élire un nouveau directeur d'UFR, la section philo de la Sorbonne. D'habitude, il n'y a jamais de candidat. C'est un poste qui n'est pas payé, c'est lourd, surtout à Paris 1 où j'étais, fac de gauche, on n'aime pas le pouvoir. Donc d'habitude, il n'y a jamais de candidat, donc c'est galère, il faut solliciter des candidatures. Puis là, cette année, pour une fois, il y avait un candidat, miracle. Deuxième miracle, c'était un bon prof, bon philosophe, les idées claires. Et donc je dis à une collègue, t'as vu, on a de la chance, cette année, il y a un candidat pour le poste de directeur de l'UFR, ça va aller vite. Ma collègue me regarde, les yeux hagards, et me dit, mais on ne peut pas voter pour lui. Je lui dis, mais pourquoi? Elle me répond, mais il aime le pouvoir. Je lui dis, attends, là, c'est extraordinaire. On a un peu de pouvoir à donner à quelqu'un. Tu me dis, il aime ça, mais c'est tant mieux. D'abord, ça lui fera plaisir, et puis surtout, on fait mieux ce qu'on aime que ce qu'on n'aime pas. Eh bien, je vais vous dire, il y avait un seul candidat spontané, il n'a pas été élu. Parce que comme il aimait le pouvoir, les collègues ont suscité contre lui la candidature d'une autre collègue que j'aime beaucoup, une femme charmante, bonne philosophe aussi, mais qui n'aimait pas le pouvoir, et qui donc a été un très médiocre directeur d'UFR pendant les quelques années de son mandat. Voilà, entreprise libérée, oui, au sens de l'empowerment, donner de l'autonomie, donner de la responsabilité, donner du pouvoir à vos collaborateurs, oui, mais pas entreprise libérée au sens où vous auriez perdu tout le pouvoir. Donner du pouvoir, ça suppose qu'on accepte d'en perdre un peu, mais perdre un peu de pouvoir, ça n'est pas renoncer au pouvoir. Je crois qu'une entreprise, dès lors qu'elle n'est plus une start-up, une bande de copains, elle a besoin, alors sauf exception, ça peut dépendre éventuellement des métiers, mais elle a besoin ordinairement d'un pouvoir qui soit clairement assumé par la direction de l'entreprise. Et donc, voilà, je parlerai plutôt d'entreprise libératrice ou d'entreprise responsabilisatrice plutôt que d'entreprise libérée qui me paraît une forme à la lettre d'utopie. Merci beaucoup de votre question. Oui, une question tout au fond de la salle. Merci beaucoup pour ce voyage à travers toutes ces facettes du changement. Personnellement, je me demande, on a parlé du fait que d'ici quelques années, un grand nombre de métiers seront disponibles qui n'existent pas aujourd'hui. Le changement s'accélère, il me semble. Et est-ce qu'à un moment donné, l'être humain va être capable de s'adapter à cette accélération? Est-ce qu'on ne risque pas d'arriver à une situation où on ne pourra plus aller au fond des choses, tout ira très vite, on devra s'adapter pour survivre, mais on n'aura plus l'essence même des dimensions importantes? Mais oui, vous avez raison. Le problème, c'est que l'évolution des espèces, en l'occurrence l'évolution de l'espèce humaine, Homo sapiens, ne s'est pas du tout au même rythme que l'évolution des sociétés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les enfants qui naissent aujourd'hui
ont exactement le même corps, le même cerveau que ceux qui naissaient il y a 30 000 ans, du temps du Paléolithique. Et donc, nous sommes programmés physiologiquement et neurologiquement, au moins pour ce qui est du hard, pour ce qui est du soft, la culture c'est différent, mais pour ce qui est du hard, nous sommes programmés pour vivre à l'âge de la pierre taillée. Et puis il y a eu la révolution néolithique, il y a 10 000 ans, l'invention de l'agriculture, la pierre polie. Il y a eu la révolution industrielle, 18e, 19e siècle, la seconde révolution industrielle, la troisième révolution, à laquelle on est peut-être à laquelle nous sommes assurément en train d'assister et de participer. Oui, mais le bébé, il a toujours le même corps, le même cerveau qu'il y a 30 000 ans. Et donc le déphasage s'est accru, et c'est pourquoi je crois qu'en un certain sens, au moins de ce point de vue, la vie est plus difficile aujourd'hui qu'elle n'était il y a 30 000 ans. C'est le seul point de vue. Parce que pour le reste, il y a 30 000 ans, l'espérance de vie devait être une vingtaine d'années. La vie était effroyablement dangereuse, inconfortable. Il n'y avait pas le chauffage central, il n'y avait pas l'eau courante, il n'y avait rien de tout ça. Il ne faut pas enjoliver le passé. Vous savez, j'ai vu un jour dans un hebdo un dessin humoristique qui m'avait amusé. C'est 3 hommes préhistoriques autour du feu qui discutent entre eux, donc là, dans le Paléolithique justement. Et il y en a un qui dit à ses 2 copains « Je ne comprends pas. On mange bio, il n'y a pas de pollution, on a une vie physique très active, et pourtant notre espérance de vie est de 22 ans. Oui, c'était pas mieux avant, c'était pire, presque de tous les points de vue. Sauf que, voilà, leur corps, leur cerveau étaient adaptés à ce monde-là. Nous, notre corps, notre cerveau est moins adapté à ce monde-là, c'est peut-être pour ça que l'éducation est encore plus nécessaire qu'elle n'a jamais été. Mais ça veut dire aussi qu'il ne faut pas rêver de changements tellement complets qu'il faudrait que nous devenions tous quelqu'un d'autre. Moi, c'est ce qui me laisse un peu réservé. Ce n'est pas mon domaine d'expertise, mais je vous soumets ça comme piste de réflexion. Quand les gens annoncent la disparition du salariat, je comprends bien que pour un chef d'entreprise, ça puisse faire rêver. Au fond, si tout le monde, s'il n'y a plus que des professions libérales, ça serait plus commode pour le patron. D'abord, il n'y aurait plus de fiches de paie à remplir, il n'y aurait plus de droits sociaux comme il y a aujourd'hui, oui. Mais est-ce que nos concitoyens, nos contemporains, ont tous la capacité de vivre cette vie-là, une vie sans salaire, sans protection sociale, une vie de profession libérale? J'en suis pas sûr. Et donc, toute la difficulté, c'est ça. Vous avez mis le doigt sur le problème. Transformer la société, oui, on est obligé, mais en plus, c'est bien. Moi, je crois au progrès social, technique, économique, médical, scientifique. Mais sans oublier que les individus, eux, sont toujours les mêmes. Et c'est pourquoi il faut... C'est pour ça que je parle de fidélité. Moi, je crois qu'il faut conjuguer le thème du progrès et le thème de la fidélité. Parce que si le changement est tel qu'il faut devenir quelqu'un d'autre, alors nous allons tous devenir fous. Et il ne faut pas s'étonner si ça fait le jeu du populisme. Vous savez, l'élection de Trump, pour une bonne part, s'est faite au nom de ces fameuses valeurs traditionnelles, dans lesquelles le monde, absurdement, voit la trace de la lepénisation des esprits en France. La famille, valeur traditionnelle. Mais on est tous plus attachés à notre famille, j'espère bien, qu'à notre entreprise, qu'à notre métier, que sais-je. Et or, l'attachement à sa famille, à ses enfants, avant tout, c'est inscrit sans doute dans nos gènes depuis 30 000 ans, depuis 100 000 ans. C'est pour ça que l'humanité a survécu. Voilà, changeons le monde, oui, mais ne demandons pas à l'humanité de devenir une autre espèce, parce que pour ça, il faut des centaines de milliers d'années. Or, on ne les a pas devant nous, en tout cas, ils ne sont pas disponibles d'évidence aujourd'hui. André Comte-Sponville, on boirait vos paroles tout le matin. Vous allez rester avec nous durant toute la journée. Donc, vous aurez l'occasion, mesdames et messieurs, si vous souhaitez interpeller ou continuer de discuter avec M. Comte-Sponville, il est à disposition. Merci beaucoup. Encore des applaudissements pour ce beau moment.